y a des milliers d'années que les humains doivent faire face aux risques naturels et cohabiter avec les caprices de leur environnement. Les glaciers ont depuis toujours été à l'origine de nombreuses catastrophes, dont les plus importantes ont eu lieu en des temps de grandes crues glaciaires, il y a plus de 10 000 ans. Elles étaient dues à la formation d'immenses retenues d'eau à la surface des glaciers qui se brisaient et donnaient naissance à des vagues atteignant parfois plusieurs centaines de mètres de hauteur qui emportaient tout sur leur passage. On a toute une série de catastrophes glaciaires, de ruptures de lacs d'origine glaciaire qui sont produites dans les Alpes à l'époque qu'on appelle le petit âge de glace, c'est-à-dire entre le XVIe siècle et le début du XIXe siècle. Et là, on a la chronique d'une bonne trentaine ou quarantaine de catastrophes. En 3 siècles, c'est-à-dire une catastrophe tous les 10 ans. Depuis le milieu du XIXe siècle, les glaciers sont globalement entrés dans une importante phase de décrue. Mais la menace qu'ils représentent pour l'homme ne disparaît pas pour autant. Dans la Cordillère Blanche, le Pérou connaît entre 1932 et 1959 une dizaine de catastrophes liées au recul des glaciers. Ces ruptures de lacs entraînent la mort de plus de 10 000 personnes en 30 ans. Suite au recul du glacier, donc, un lac se forme entre le glacier et sa moraine frontale. C'est une digue qui n'est pas très solide, c'est une digue en terre, et qui peut se rompre, non pas spontanément, mais à la suite d'une chute, d'avalanche, soit de glace, soit de rocher, soit un éboulement de moraine dans le lac, qui provoque une vague qui va donc déborder par-dessus la digue et éroder la digue. Malgré le recul de plus en plus accentué des glaciers, au début du XXIe siècle, ce risque est toujours d'actualité dans les Alpes. C'est le laboratoire de Grenoble de glaciologie qui, au cours d'une visite de routine, s'est aperçu au fin août 2004 que le niveau de la glace avait fondu très très vite. Il y avait un risque potentiel qui était quand même pas minime, qu'il y ait une rupture du barrage en fait, du barrage en glace. Et qu'à ce moment-là, la vallée de Ribon qui est derrière nous, là, il y a le risque, c'est que les 400 000 m3 estimés de réserve d'eau soient lâchés instantanément, quoi. Bessan, au bout de la vallée de la Maurienne. Comme les 3 autres communes situées en aval, ce petit village de Savoie est à l'automne 2004 directement menacé par le glacier de Rochemelon. Lens-le-Villard, Lens-le-Bourg et Termignon, des villages dont la tranquillité est inquiétée par l'évolution soudaine d'un lac qui s'est formé de manière naturelle 1500 mètres plus haut. En quelques semaines, ce lac situé au sommet du glacier de Rochemelon à la frontière avec l'Italie évolue très rapidement. Il apparaît dans les années 60. Il commence à avoir droit à l'appellation lac vers 1980 et il devient potentiellement dangereux en 2005. En un laps de temps très court, encore une fois, le front de glace s'est mis à fondre énormément avec tout ce risque de débordement et après d'aucune maîtrise sur le phénomène, quoi. Parce qu'une fois que l'eau avait fait son chemin, tout le monde, tous ceux qui c'était le laboratoire et autres disaient après on fait plus rien, quoi. On constate, on regarde l'eau passer et ça peut lâcher. Il y a vraiment eu du monde qui s'est serré les mains pour intervenir en urgence parce qu'on est quand même passé à quelques heures d'un débordement incontrôlé l'an dernier. Ça a été du bricolage même jusqu'à ce qu'on puisse installer les tuyaux puisqu'on a monté effectivement des sacs de sable pour retarder ce débordement incontrôlé. Si à l'automne 2004, le débordement du lac est évité de justesse, la crainte des scientifiques porte sur un deuxième risque, celui de voir le glacier se soulever et rompre devant l'importance de la masse d'eau en présence. Nous, c'était plutôt, je dirais, les ponts, les chalets d'alpage qui auraient pu risquer d'être emportés.
Mais peut-être qu'en bas, il y avait, en même temps que les habitations, si les mesures n'étaient pas prises à temps, des risques pour la vie humaine, quoi. Devant les risques que présente la situation, la décision est prise de traiter le problème de manière définitive et de faire disparaître le lac. Basée dans la banlieue de Grenoble, c'est la société Hydrokarst, spécialisée dans les travaux d'accès difficiles, qui est chargée de réaliser ce chantier hors du commun. Le chantier de Roche-Colomb est un chantier un peu particulier. Déjà, c'est en haute altitude, parce que ça se situe à 3200 mètres d'altitude, avec un accès très difficile, puisqu'il n'y a que l'hélicoptère qui peut accéder, ou la marche à pied, où il faut déjà une demi-heure de 4x4 pour prendre cette piste de la vallée du Ribon. Plus après, si on veut monter à pied, il y a bien 2 heures à 2h30 de marche pour arriver au chantier. Sa principale difficulté, c'est l'accès, parce que le seul accès pour du matériel et les moyens humains, c'est l'hélicoptère après, pour être rapide et efficace. Il faut une dizaine d'heures d'héliportage pour acheminer l'ensemble du matériel en haut du glacier et permettre l'accès du personnel sur le chantier. Ce sont quelques tonnes d'outillage léger et un campement en tente qui sont transportés à plus de 3200 mètres d'altitude, car étant donné les difficultés d'accès au site, il n'est pas question de redescendre tous les soirs. Ainsi, les travaux débutent au mois de juin 2005, avec pour mission de réaliser dans le glacier une longue tranchée d'une dizaine de mètres de profondeur, qui permettra de vidanger le lac de manière naturelle dans un deuxième temps. Mais, à cause de la fonte de la glace qui fait chaque jour monter le niveau de l'eau, la priorité est de remettre en route les siphons installés en urgence à l'automne. Et il faut avant tout pour cela dégager les tuyaux recouverts par les chutes de neige de l'hiver précédent. Dans un premier temps, il fallait réaliser une tranchée de 10 mètres de profondeur, en sachant que le lac était vide, et il avait vidé de l'hiver dernier. Mais là, à mesure qu'on travaillait, la neige fondait et le lac remontait. Donc il fallait contrôler en même temps que la réalisation de cette tranchée à moins 10 mètres, il fallait siphonner en même temps l'eau pour rebaisser le niveau du lac, pour pas que justement que ça vienne déborder dans cette tranchée. Ce qu'ils ont observé là, je crois que l'entreprise c'est 10 à 16 cm par jour de remontée. Donc on était l'an dernier à moins 5,70. Et là par rapport au col, on est à 2 mètres en dessous du col, entre 2 et 2,50 mètres en dessous du col. Donc on est remonté entre 2 et 3 mètres quand même. C'est normal, mais ça devient urgent de siphonner pour pouvoir effectivement intervenir comme on voulait.
c'est le service de restauration des terrains en montagne qui est chargé du suivi des travaux. Car dans ces conditions, ce n'est pas un chantier comme les autres. Et il faut en permanence tenir compte des aléas climatiques et techniques. C'est-à-dire à l'automne 2004, quand on a vu l'urgence devant laquelle on était, c'est vrai qu'en même temps qu'on réfléchissait et qu'on mettait en œuvre la solution, en tout cas pour passer l'hiver en sécurité, on pensait aussi en même temps effectivement à s'affranchir de ce problème pour après. Ce qui nous a plus posé question, une fois que ça c'était quasiment clair dans tous les esprits, donc à peu près à l'automne 2004, ça a été de réfléchir à la façon de faire. Et c'est vrai que là, on a recherché à l'économie, à profiter au mieux, je dirais, de l'énergie solaire, qui est un peu à l'origine du phénomène, notamment en comptant sur une accélération de la fonte de la glace pour creuser cette tranchée, en l'aidant, je dirais, avec des bâches noires. Et il s'est avéré à la pratique qu'en fait, c'est l'inverse qui se produisait, que ça fondait plus vite au soleil, malgré les nuages, malgré tout ce que vous voulez, qu'avec ces bâches qui faisaient plus isolant qu'autre chose. À la fin de l'été, la nature ne permettra aucun retard et le chantier devra être terminé. Alors, face aux difficultés rencontrées, il faut rapidement mettre en œuvre et expérimenter d'autres techniques. Je dirais l'inconnu, c'était le minage dans la glace. Là, bon, avant le chantier, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux vraiment réels de minage dans la glace. Donc on entendait tous les sons de cloche, le minage ça ne marche pas. Donc on a adapté une technique qui s'est révélée efficace. Mais au départ, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas, quoi. La glace c'est plus difficile à forer. Par contre ça se brise un peu plus facilement la glace, quoi. Mais bon, il faut vite enlever les déblais, le marinage, parce que ça a vite tendance à regeler après derrière, comparé au rocher où on a le temps, quoi. « 3, 2, 1, top !» En fait, bon, on a résolu le problème. En plus, il y avait ce côté tranché dans la glace, avec fonte de la glace avec des bâches, qui a plus ou moins bien marché. Donc il y avait c'est ce qui était intéressant dans le chantier, mais il y avait quand même quelques inconnus qu'on a résolus en cours de chantier, mais qui n'étaient pas évidentes au départ. Patiemment, chaque bloc de glace est extrait pour creuser la tranchée. Pendant plus de 2 mois, les travaux continuent, à raison de 5 jours par semaine quand les conditions climatiques le permettent. À ces altitudes, on a toujours une incertitude au niveau de la météo. Et là, particulièrement, cette année, l'été 2005, pour nous, a été très difficile parce qu'il y a eu énormément d'orages. Il faut savoir qu'on a eu des températures négatives et presque des orages, je ne dirais pas tous les soirs, mais avec des chutes de neige et du froid. Donc c'est la principale difficulté qu'il y a eu.